Ça y est, c'est bon. Bonjour à tous, on est très content aujourd'hui de vous retrouver, Julien et moi-même. Alors je me présente parce que je pense que vous ne me connaissez pas encore. Je suis Julie, je travaille chez Nuno et je suis assistante de production. Et donc je suis là pour animer notamment certaines formations avec les experts. Et Julien, que vous connaissez sans doute déjà un petit peu, mais Julien, je vais te laisser te présenter. Bonjour Julie et bonjour à tous. Je suis ravi d'animer avec toi aujourd'hui. Alors Simon, vous l'avez vu dans les précédentes éditions, et là Julie, elle va challenger un petit peu justement ce fil rouge qui est l'art de la concentration. On va parler de concentration aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je rappelle, donc j'anime sur la gestion du temps cette formation, et puis je suis coach en bien-être professionnel. Voilà, donc on va viser le bien-être au travail par la gestion du temps et par tout un tas de techniques pratico-pratiques que vous allez pouvoir appliquer dans votre quotidien professionnel, et surtout aujourd'hui axé sur la concentration, parce que c'est le fil rouge de la semaine dernière. On est à la semaine 2 du MOOC, et donc on va voir que cette concentration elle va être challengée au quotidien par tout un tas de perturbateurs, mais que ça va être aussi une occasion de travailler pas mal de choses intéressantes pour fluidifier sa gestion des tâches, et puis aussi de voir que finalement tout ça c'est accessible avec un petit peu d'entraînement, avec des petites habitudes qu'on va changer au quotidien. On va pouvoir quand même changer pas mal de choses et beaucoup mieux vivre son quotidien professionnel et gagner beaucoup de temps. Voilà, donc on espère vous apporter beaucoup de réponses et beaucoup de solutions avec justement ces problématiques de gestion du temps aujourd'hui. Surtout, n'hésitez pas donc à poser. Bon, alors je vois que vous avez déjà bien tous pris en main le chat en direct, et ça c'est super. Donc vous n'hésitez pas, vous avez juste à droite de la vidéo sur la page YouTube. N'hésitez pas à participer, à poser vos questions, et Julien et moi-même on y répond. Voilà. Avec grand plaisir, hein, vraiment. Alors on ne pourra pas bien sûr forcément répondre toutes les questions s'il y en a beaucoup, mais en tout cas, lâchez-vous, n'hésitez pas à nous challenger, à partager aussi vos situations professionnelles, parce que on l'a vu, hein, on le voit là sur les échanges sur la plateforme, il y a on va dire des pratiques qui sont difficilement applicables dans certains métiers. Donc, n'hésitez pas justement à faire part de vos problématiques particulières, un peu spécifiques. Ça va aussi enrichir la conférence d'aujourd'hui. Alors, je voulais commencer cette conférence par un chiffre qui est assez impressionnant. Ce chiffre, c'est le nombre d'interactions qu'on aurait eu en moyenne au cours d'une journée en 2016 avec notre smartphone, 2617 interactions au quotidien avec notre smartphone. Ça représente plus de 2 heures par jour d'utilisation du smartphone. Et en fait, ce chiffre, il introduit une question assez intéressante, c'est est-ce que finalement, tout ce temps-là, c'est du temps voulu? Est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir 2617? Alors, c'est un peu exagéré, hein. Bien sûr, il y en a pour qui c'est beaucoup moins, d'autres pour qui c'est plus. Mais concrètement, finalement, est-ce que le temps avec lequel on est en contact avec notre smartphone, c'est vraiment du temps consciemment voulu? L'exemple du smartphone n'en est qu'un. On pourrait prendre l'exemple de la boîte mail, on pourrait prendre l'exemple du téléphone en tant que tel, quand vous avez des coups de fil téléphoniques. Est-ce que vous avez prévu de rester autant de temps? On pourrait prendre aussi l'exemple des réunions. Hein, on est des champions en France de la réunion. Est-ce qu'on a envie de passer autant de temps en réunion? Pas forcément. Donc ça va être un des vrais enjeux, le temps choisi. On va beaucoup parler du temps choisi. Est-ce qu'on choisit finalement volontairement d'allouer du temps sur tel ou tel support ou dans tel ou tel contexte? Donc ça, c'est une vraie question que vous pouvez vous poser, parce qu'on y reviendra. Déjà, en prendre conscience, ce chiffre, c'est vraiment impressionnant. Faudrait presque faire le test et de compter le nombre de fois dans une journée pour vraiment se rendre compte, parce qu'effectivement, je pense que c'est un chiffre assez impressionnant, mais on ne s'en rend peut-être pas forcément compte. Au quotidien, Ouais, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, l'idée, c'est peut-être justement, quand vous consultez votre smartphone, de vous dire, attends, est-ce que là, j'ai vraiment envie? Est-ce que j'ai besoin? Et si oui, pourquoi je le fais? Avec quelle intention? On reviendra tout à l'heure sur les intentions, on en parlera. Mais véritablement, placer des intentions, ça peut être très intéressant. On ne se rend pas compte, toutes ces interactions-là, elles vont nous demander aussi du temps de reconcentration. C'est pour ça qu'on cadre cette conférence sur la concentration. Qui dit détournement d'attention, dit nécessité de se reconcentrer. Et ce temps-là, vous l'avez vu peut-être dans une vidéo du MOOC déjà, pour ceux qui ont avancé un petit peu le parcours. On va perdre en moyenne 1 minute pour se reconcentrer lorsqu'on se détourne sur
quelque chose qui ne concerne pas la tâche en cours, que ce soit notre smartphone, que ce soit un collègue qui vient nous adresser la parole, que ce soit un coup de fil que l'on va prendre qui n'était pas prévu, eh bien, il nous faudra en moyenne 1 minute, un peu plus d'1 minute pour nous replonger dans la tâche en cours. Donc, vous imaginez bien qu'au cours d'une journée, le nombre de détournements d'attention… Si on fait le ratio avec le nombre c'est une grosse perte de temps, effectivement. Grosse perte de temps. Donc, gros enjeu d'adopter une sorte de vigilance par rapport à ces temps inconscients et ces temps conscients que l'on alloue à tel ou tel support. Alors, je regarde si… J'en profite pour regarder si vous avez déjà des commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à réagir sur ce qu'on vous dit, à challenger même ce que l'on vous dit. Je vais passer la slide suivante. Donc, en fait, la concentration, c'est un petit peu comme un muscle. Vous allez voir qu'on va pouvoir, même chez vous, vous allez pouvoir… j'ai fait une petite bêtise de manipulation. On va y arriver. Voilà. Ça arrive, ça arrive. Merci, Julie. Donc, la concentration, on va développer en fait son agilité. Il y a des gens, dont on en parlera tout à l'heure, c'est un peu le métier de développer ça. C'est des sportifs de haut niveau qui développent une véritable agilité de l'attention. Donc, on sait que c'est possible, avec de l'entraînement au quotidien, de muscler sa concentration, son attention. Attention, concentration, c'est similaire. En gros, l'attention va permettre justement de se concentrer. L'attention, c'est ce sur quoi vous portez votre regard. Et donc, forcément, si vous voulez vous concentrer sur quelque chose, sur une tâche particulière, eh bien, il va falloir porter votre regard, même plus précisément, porter votre pensée, ce à quoi vous pensez, sur la chose qui vous intéresse. Si je vous dis de ne pas penser à la couleur rouge dans l'instant présent, là, eh bien, vous allez peut-être y penser. J'ai détourné un petit peu votre attention. Vous allez avoir votre attention qui se plonge vers cette pensée-là, couleur rouge, alors que vous pourriez très bien penser à la couleur bleue dès maintenant. Et donc, l'idée, ça va être d'apprendre à jongler avec cette pensée, avec cette attention, pour pouvoir se concentrer. Et vous rendre compte que plus vous vous entraînez justement à focaliser consciemment votre attention sur des choses que vous choisissez, et on a plein d'exemples dans le MOOC qui illustrent ça, notamment la boîte mail. La plupart d'entre nous, si on n'a pas suivi la formation gestion du temps, potentiellement on a notre boîte mail ouverte toute la journée. Ça sollicite notre attention à chaque fois qu'il y a un nouveau mail, d'autant plus si on n'a pas désactivé les pop-up. C'est ça. Donc c'est véritablement un entraînement, et vous allez voir que avec certaines pratiques, au bout de quelques semaines, vous allez remarquer un gain de temps, un gain d'efficacité, et aussi un mieux-être. Pourquoi un mieux-être? Parce qu'on va dépenser aussi beaucoup d'énergie avec ces jonglages de l'attention. Donc, c'est hyper important. Je donne souvent un exemple. Je ne sais pas si tu as passé ton permis de conduire, si tu as ton permis de conduire. Oui, je l'ai. Est-ce que tu te rappelles, Julie, des premières heures de conduite où tu apprenais à conduire, où tu devais adopter de nouveaux réflexes à la fin, comment tu te sentais à la fin d'une heure de conduite? Fatigué. Fatigué parce qu'en fait, tu devais jongler. Il y a énormément de choses à assimiler d'un coup, et puis effectivement, on jongle entre plein d'informations différentes. Exactement. Et donc effectivement, grosse fatigue. Grosse fatigue. Du coup, imaginez bien que dans votre quotidien, tout ça, toutes ces sollicitations de l'attention, ça va fatiguer. Et si on est fatigué, on a moins d'énergie, on est moins efficace. Donc, ça va être un cercle vicieux. Et c'est pour ça que c'est important de renverser la vapeur, d'apprendre à le faire avec des outils qu'on va présenter et que vous avez déjà découverts dans le MOOC. Donc, il y a un participant qui nous dit qu'il faut un bon environnement de travail pour se sentir à l'aise. Effectivement, vous l'avez vu au cours d'ailleurs de cette semaine, la deuxième semaine, on parle de l'environnement de travail, l'environnement qu'il soit physique ou digital. Les points de perturbation, il y en a beaucoup dans votre environnement de travail. Et donc, l'environnement de travail va aussi être propice à votre concentration. Donc, on le redit, vous avez un fort enjeu à essayer de diminuer tout ce qui peut perturber la concentration. Un exemple simple, c'est aussi les post-it. Si vous avez de nombreux post-it sur votre bureau, essayez de limiter, de les mettre dans un point de stockage tel qu'une Magibox, une Business Box, parce que, encore une fois, c'est un moyen d'être vigilant sur des potentielles distractions de l'attention au quotidien. Même si les post-it, ça peut avoir une utilité, il y a aussi sa limite en termes de support d'attention au quotidien. Donc, si on résume la remarque du participant, et si on rebondit dessus, veillez à préserver, en tout cas dans la mesure du possible, un environnement assez simple en termes de disposition de feuilles, et essayer d'avoir un minimum de feuilles volantes. Essayez aussi de garder, je vais remettre la vidéo, parce que vous ne voyez plus. Il y a une très bonne intervention de Corinne qui demande comment faire comprendre à ses collègues une consigne.
une consultation des mails qu'à des instants choisis. Effectivement, ça c'est parfois, on se dit que nous-mêmes, on a envie de rentrer dans une nouvelle logique, on a envie de changer sa manière de travailler, mais effectivement, quand on travaille en collaboration, il faut presque changer l'environnement complet, de l'entreprise, une nouvelle manière de penser. C'est un très bon challenge, c'est une bonne question. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses. Si déjà, c'est des collègues avec qui vous travaillez régulièrement au cours d'une journée, tous les jours, il y a peut-être la possibilité avec eux de leur communiquer vos nouvelles intentions de gestion du temps, vos nouvelles envies de méthode de travail et leur dire, écoute, ne t'inquiète pas si je ne réponds pas à la minute, j'essaie d'organiser un petit peu ma gestion des emails. Vous pouvez très bien leur citer l'exemple qu'on vient de donner. Quand vous traitez un email imprévu, entre guillemets, si vous étiez sur une tâche précise, vous choisissez de traiter un email à la volée, vous allez perdre en moyenne 1 minute pour vous replonger. Donc, vous choisissez, vous, là, de consacrer des plages dédiées à la gestion de vos emails. Si toutefois vous pouvez en parler de façon très transparente avec vos collègues, faites-le vraiment et peut-être même que ça les invitera aussi à faire pareil et à se mettre dans cet état d'esprit-là. Je suis sûr que vous arriverez à les convaincre du bien fondé de... Il y a ça. Après, des fois, c'est difficile parce qu'il y a des gens avec qui on travaille moins régulièrement. Et dans ce cas-là, il faut comprendre que l'email, ce n'est pas un moyen de communiquer dans l'urgence. Oui, mais alors ça, c'est vrai que l'email, effectivement, n'est pas un moyen de communiquer, n'est pas utile, ne doit pas être utilisé pour une urgence. Mais effectivement, lorsqu'on a des collaborateurs qui l'utilisent en tant que tel, on se retrouve parfois un petit peu bloqué sur ces points. Donc, de toute manière, on est conscient que tout ce qu'on vous transmet dans cette formation va nécessiter forcément d'en parler, que ce soit auprès de vos supérieurs hiérarchiques, auprès de vos collègues, parce que si vous voulez vraiment changer votre gestion du temps, vous ne travaillez pas tout seul, donc forcément, ça va impacter aussi vos collaborateurs, vos collègues. Donc, c'est un enjeu aussi de communication et puis aussi un enjeu peut-être de lâcher prise. On a aussi souvent l'habitude de se culpabiliser au travail. J'ai pas répondu tout de suite ou alors j'ai pas pris l'appel, j'aurais dû le prendre, etc. On se culpabilise parfois beaucoup, souvent. Mais c'est un stress. On se dit si je loupe une information très importante ou alors quelque chose sur lequel je suis vraiment sollicitée. Ça peut être effectivement, comme tu le disais, une source de stress. On rentre toujours dans un espèce de cercle vicieux complètement. De perturbation, de stress, de manque de concentration, etc. Tout à fait. Donc, du coup, un enjeu de lâcher prise et puis de se dire, c'est pas grave si on répond pas à la minute. Gardez bien à l'esprit que, et ça, on va vous en parler dans quelques instants, je vais vous mettre la petite slide. Gardez bien à l'esprit que l'enjeu pour vous, ça va vraiment d'organiser votre semaine avec des disponibilités, des temps choisis. Il va être important pour vous de choisir vos temps où vous êtes disponible, dans la mesure du possible, bien sûr, mais de choisir vraiment vos moments de disponibilité et d'indisponibilité. Pourquoi ? Donc tu conseilles vraiment dans son agenda de prévoir les créneaux, des créneaux spécifiques vraiment dans sa journée, se prévoir les moments où on traite ses mails, les moments, il faut que ce soit quantifié vraiment. Dans la mesure du possible, oui, parce qu'en fait, ça va faciliter le fonctionnement de votre cerveau. Là, si on parle d'un point de vue purement neuronal cognitif, votre cerveau aime beaucoup les intentions, les objectifs. Et quand vous placez un objectif, je prends un exemple très concret, réunion. Si vous avez une réunion organisée, si vous avez fixé un timing de réunion, dans la plupart du temps, vous le faites au travail, mais si ce n'est pas fait, on va déborder, on va potentiellement dériver sur des sujets annexes et le cerveau, ça ne lui facilite pas les connexions neuronales. Donc, le cerveau aime bien avoir des objectifs précis. Dans le sport, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, on pratique beaucoup la visualisation. Et visualiser, c'est quoi ? C'est tout simplement fixer des intentions. Et on s'aperçoit que la visualisation, elle augmente la performance, l'efficacité et la sérénité. Pourquoi ? Parce que quand le cerveau visualise, c'est un préalable à l'action. Donc, quand il sera en situation, ça va être plus facile pour lui d'activer son énergie, sa dynamique, de mobiliser ses compétences, en fait, ses ressources. Donc, c'est pour ça que, dans la mesure du possible, je sais que ce n'est pas forcément possible pour toutes les tâches, mais s'il vous est possible de programmer la gestion de vos emails, de programmer même la gestion de vos appels. Moi, je programme toujours dans mon agenda, quand j'ai des appels, je pense que ça va durer plus de 15 minutes ou 10-15 minutes, je les programme dans mon agenda parce que au moins, ça permet d'organiser un peu plus le temps et d'éviter, encore une fois, on en revient à éviter le multitasking. Ouais. D'ailleurs, donc beaucoup de personnes réagissent à ça, comment effectivement
convaincre ses collaborateurs de ces nouvelles méthodes de travail. Et il y a Jessica qui nous dit qu'avant chaque projet, effectivement, elle met en place une méthodologie adaptée à chaque client, de manière à ce que toutes les parties, que ce soit équipe client ou équipe interne, soient sur le même méthodo. Alors, je pense que Jessica a tout compris. Effectivement, pour la meilleure gestion d'un projet, il faut être complètement en accord sur la manière de communiquer ensemble et de travailler, de gérer justement ce temps commun. Je pense que c'est concrètement ce qu'il faut faire dans le milieu du travail quand c'est possible, évidemment, quand vous en avez les moyens. C'est très juste parce que du coup, si ça rejoint ce qu'on vient de dire, parce qu'en fait, tout le monde va avoir la même intention. Et on va être très transparent sur la façon dont on va mener à bien ce moment-là, ce projet-là, cette réunion-là. Donc, c'est important, si vous pouvez être très transparent, de dire, par exemple, en début de réunion, voilà, on va fixer telle intention et on va essayer de s'y restreindre en quelque sorte. Si on dépasse, c'est pas grave un tout petit peu, mais en tout cas, c'est pareil pour la méthode Pomodoro. Il y a eu beaucoup de questions sur le forum. Qu'est-ce qui se passe quand je dépasse un petit peu ma tranche de 25 minutes c'est pas dramatique, rassurez-vous. Vous avez le droit de dépasser. Il y a une alerte rouge qui s'allume dans votre cerveau en disant non, j'ai pas respecté. Non, mais disons qu'encore une fois, tout ça rend service à votre cerveau. C'est des programmations neuronales et puis du coup, on va se mettre dans une énergie, une dynamique, exactement, une énergie qui est particulière et que du coup, vous allez voir qu'en fait, plus vous la pratiquez, cette méthode-là, alors l'idée, c'est pas je prends l'exemple de la méthode Pomodoro, l'idée, c'est pas de la pratiquer toute la semaine, tout le temps en permanence, mais vous allez voir si vous la pratiquez régulièrement, à des moments, le jeudi soir, par exemple, ou vendredi soir, je dis n'importe quoi, mais à des plages particulières, au bout d'un certain temps, vous allez vous dire, mais en fait, je suis beaucoup plus précis dans la manière dont je programme mes temps de travail, parce qu'en fait, je vais mieux me faire confiance, mon cerveau va s'habituer à se mettre dans une dynamique particulière et vous allez finalement moins dépasser. Donc, rassurez-vous, si c'est les débuts de la méthode pour vous, Pomodoro, c'est normal au début de manquer un peu de précision dans la manière dont vous avez programmé vos plages. C'est pas grave du tout. Vous allez voir, plus vous la pratiquez, plus ça va se mettre en place et vous allez être précis dans la manière de programmer justement, il me faudra 25 minutes pour tel temps. Et vous avez le droit aussi pour une tâche d'organiser plusieurs plages de 25 minutes. Donc, c'est pas grave, encore une fois, si vous dépassez au début. Après, effectivement, on donne des pistes, on donne des conseils pour effectivement repenser sa gestion du temps. Après, on est bien d'accord que c'est ce qu'on disait, dans le monde de l'entreprise, parfois avec certains clients, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de persuasion. Et c'est pas forcément évident. On en est bien conscient, mais déjà vous, si vous en avez conscience et si vous, à votre niveau même personnel, dans vos tâches vraiment perso, vous arrivez à mettre ça en place, je trouve que déjà c'est un grand pas. Complètement. C'est important on va dire, de vous convaincre que ces choses-là sont bonnes pour vous, parce que ce sera plus facile pour vous d'en parler après à vos supérieurs. Vous allez être contagieux positivement auprès de votre entourage. Donc, vraiment, n'hésitez pas à essayer des petites choses. Et pour rebondir sur ce que tu dis, l'idée, c'est pas de chambouler son quotidien du jour au lendemain. L'idée, c'est de tester petit à petit de nouvelles choses. Pendant une journée, là, je vais essayer de gérer mes emails par plage. Je vais voir ce que ça me procure. Je vais voir si j'y trouve un bénéfice. Je ne vais pas chambouler tout de suite mon quotidien du jour au lendemain, mais je vais tester à des moments précis de la semaine de nouvelles pratiques et je vais voir si ça me convient ou pas. Et pour rebondir encore sur ce que tu dis, de façon très simple, bien sûr, tous les outils qu'on vous transmet ne sont pas forcément faits pour vous. Donc, n'hésitez pas à piocher vraiment ceux qui vous conviennent en fonction de votre rythme, peut-être de ce que vous appliquez déjà. On voit sur les forums qu'il y en a déjà qui sont très organisés et qui ont d'autres enjeux de gestion du temps, d'autres qui le sont moins, donc d'autres pour qui la méthode Pomodoro n'est pas forcément adaptée par rapport à leur métier. Si vous gérez une boutique, par exemple, vous allez être avec des clients en permanence, donc ça va être compliqué de mettre en place la méthode Pomodoro. Donc, voyez, en fonction de tous les outils qu'on vous transmet, choisissez ceux qui vous conviennent le mieux, parce qu'il y en a. Clairement, il y a vraiment moyen de s'améliorer dans sa gestion du temps. Moi-même, je m'améliore encore au jour le jour, constamment dans ma gestion du temps. On a tous des challenges là-dessus à travailler. Alors, je reprends un peu les remarques, il y a des commentaires. Comment quantifier les bénéfices? Voilà. Comment quantifier le bénéfice des temps gagnés en dehors des minutes de perturbation
éviter? Alors, c'est une bonne question. Vous pouvez… Alors, je vais passer quelques chiffres là dans un instant sur justement le temps que l'on estime comme étant du temps perdu qui est dû à, on va dire, à nos pensées, à des distractions mentales. Je vais en parler dans quelques instants. Il n'y a pas de chiffre clé. Ce qui est important pour vous de comprendre, c'est qu'en moyenne, 40% de l'énergie que enfin, du temps même que vous passez au quotidien, il y a même une étude d'Harvard qui chiffre à 47% du temps moyen au cours d'une journée, c'est du temps dans lequel on est perdu dans nos pensées, donc du temps dans lequel on n'est pas concentré sur nos tâches en cours. Donc environ la moitié de notre temps dans une journée, on n'est pas dans les tâches qui sont importantes pour nous. Donc on a un vrai enjeu de concentration. On va dire qu'on a une zone tampon d'au moins 40% où on peut s'améliorer en termes de concentration et donc gagner énormément en termes d'efficacité au quotidien. Ce n'est qu'un chiffre, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Il y a un autre chiffre qui est, moi j'aime bien citer, mais pareil, ne le prenez pas au pied de la lettre. Dans une journée, vous entretenez en moyenne 60 000 pensées. Et parmi ces pensées-là, vous voyez, il y en a environ la moitié d'entre elles qui ne sont pas utiles à ce que vous faites. Donc, l'enjeu pour vous, ça va être d'apprendre à adopter de nouvelles pensées, ou en tout cas d'adopter, comme on le disait tout à l'heure, de nouvelles intentions, d'être capable de fixer des intentions. Là, actuellement, je n'ai pas envie de penser à mon téléphone, je n'ai pas envie de penser à ma boîte mail. Et si je suis tenté de le faire, j'essaie de jouer un petit peu avec ça, de me dire, attends, non, vous pouvez prendre ça comme un jeu, hein, vraiment, essayer de jouer avec votre attention, vous dire, ah, là, j'ai tendance à me laisser perturber. Je vais essayer de revenir dans l'instant présent. L'instant présent, ça va être la source de votre concentration. Alors, je suis conscient de ne pas répondre précisément à votre question, mais encore une fois, c'est un chiffre qui est très relatif suivant les personnes. Alors, Lucas Grimont qui nous dit, alors remarque très intéressante d'un participant qui nous dit, je pense que pour certaines tâches, il faut au contraire lâcher prise et ne pas se concentrer. Alors, c'est une très très bonne remarque. Parce que c'est le cœur même du principe de la méthode Pomodoro qui vous dit bien qu'il faut 25 minutes de concentration et puis 5 minutes de pause. Ces 5 minutes de pause, ce n'est pas juste pour se faire plaisir, c'est parce qu'en fait, ce sont 5 minutes qui sont essentielles pour votre cerveau. Dans votre cerveau, vous avez en gros 2 hémisphères. Hémisphère gauche, qui est l'hémisphère séquentiel, analytique, qui a besoin de se concentrer, qui a besoin de faire les choses par étapes, qui refuse et qui est, on va dire, qui serait très inconfortable avec la tendance au multitasking. Donc ça, c'est vraiment le cerveau analytique séquentiel. Et puis, il y a le cerveau droit, qui est plutôt le cerveau intuitif, nuançable, qui a besoin de prendre du recul, qui a besoin de contextualiser les choses, et donc qui, lui, effectivement, est un petit peu, entre guillemets, à l'opposé de la concentration, et donc qui a vraiment besoin, effectivement, de lâcher prise. Donc, vous avez tout à fait raison de poser cette remarque, et c'est ce qu'on introduira beaucoup dans le module 3. On parlera beaucoup de lâcher prise d'intuition aussi, on parlera d'une technique qui s'appelle la bulle. On va apprendre justement à prendre du recul, à se mettre dans sa bulle, pour réorganiser ses idées, être capable de faire le tri, être capable de reprioriser aussi ses intentions. Donc, vous avez tout à fait raison de dire que on a besoin d'agencer des périodes de concentration, mais aussi des périodes de lâcher prise. Et l'intuition, c'est ça, on en parlera dans la vidéo sur l'intuition. On peut aussi travailler à l'intuition, c'est d'ailleurs ce que font beaucoup de dirigeants d'entreprise qui n'ont pas d'autre choix que d'éviter, entre guillemets, de se mettre dans des périodes de concentration intense. Ils doivent prendre tellement de décisions, de faire tout un tas de choses de façon très transverse, qu'ils sont obligés justement de lâcher un peu prise et de se faire confiance et d'être capable de connecter à leur cerveau droit. Donc, merci pour cette remarque. Voilà, encore une fois, on a des questions très concrètes en fait, parce que vous essayez vraiment de vous poser la question concrètement tous les jours au travail, je fais comment? Et notamment quand je suis en open space et que je subis les interruptions de mes collègues. Eh ben, il va falloir persuader vos managers, je crois, et toute votre hiérarchie. Moi, je peux parler de l'exemple chez Luno. Ah oui. Je crois qu'il y a un très bon exemple, puisqu'on travaille en open space. Et en fait, le silence est roi et doit être respecté. C'est-à-dire que c'est vraiment impératif. Vous pouvez venir dans les locaux de Luno, vous verrez qu'il y a un silence incroyable dans les locaux. Personne ne parle. On a des espaces appropriés pour se parler si on a besoin. On communique évidemment par une messagerie instantanée, par Slack. Nous, on utilise Slack ici. Mais voilà, c'est-à-dire que le reste du temps, en général, soit les gens ont leur musique dans les oreilles, soit ceux qui ne veulent pas écouter de musique, ils peuvent écouter le silence. Parce qu'effectivement, ça c'est une règle d'or un petit peu chez Luno, parce que justement, on sait qu'effectivement, le silence favorise la concentration. Et donc voilà, il
effectivement, il faut convaincre après les gens avec qui vous travaillez. Mais c'est vraiment bénéfique. Hein. Moi, quand je suis arrivée chez Youno, ça m'a je reconnais que c'est assez étrange au début. On n'en a pas forcément l'habitude. On se dit, j'ai une question à poser à mon voisin. Ben, finalement, pourquoi ne pas aller le voir directement, aller lui parler? Et en fait, en passant par d'autres systèmes et en tout le temps en pensant à respecter ce calme, vraiment pour tout le monde, c'est franchement bénéfique. Donc, voilà, c'est un exemple concret pour le coup chez Youno. Voilà. C'est très concret. Et puis, finalement, on peut même aller, on va dire, une pratique qu'on oublie parfois quand on travaille en open space. Tu l'as très bien dit, il y a des espaces dédiés, mais si vous avez des salles de réunion qui sont inoccupées, profitez-en de temps en temps pour vous isoler et pour vraiment vous mettre dans une salle où vous êtes dans votre bulle. Je vous dis ça parce que récemment, il y a quelqu'un que j'ai coaché sur ce sujet-là qui me disait, bah oui, mais j'y pense. En fait, j'y ai pas pensé, mais j'ai des salles où je peux me mettre de temps en temps. Et comme on est dans une ambiance d'open space, j'y pense pas. Alors, ça veut pas dire vous isoler en permanence, mais si vous avez la possibilité de vous poser de temps en temps sur des plages dédiées, faites-le parce que ça vous changera d'air, ça vous permettra de prendre un peu de recul et puis ça permettra de trouver ce fameux silence, si toutefois ce n'est pas le cas dans votre open space. Alors on regarde un petit peu les commentaires qu'il y a. Alors cette méthode est-elle applicable pour le travail à la maison? Alors effectivement, il y a des choses qu'on vous transmet, vous pouvez appliquer aussi dans votre vie personnelle. Quelqu'un nous dit en open space, difficile de quitter son poste à chaque appel téléphonique pour s'isoler. C'est là où l'enjeu pour vous de programmer vos appels sur des plages dédiées est très très important. Si vous pouvez le faire, faites-le parce que prenez ça vraiment, encore une fois, comme des intentions précises. J'ai un appel, je vais passer à l'extérieur. En plus, comme ça, je ne dérange pas mes collaborateurs. Et ça, moi, ça me permet de lâcher un peu prise, ça me permet de changer de segment, de changer d'intention. Donc, véritablement, si vous avez la possibilité de réorganiser vos appels, la gestion de vos appels, faites-le. Alors, une question sur la gestion des emails qui sont chronophages. Vaut-il mieux appeler ou faire un Skype pour les actions à faible valeur? Alors, c'est une bonne question. Encore une fois, tout dépend de l'enjeu de la tâche, tout dépend. Il y a plein de paramètres pour répondre à cette question. Ça va être difficile d'y répondre comme ça. Ça dépend aussi de la personne. Si c'est une personne avec qui vous travaillez régulièrement, avec qui vous partagez des sujets réguliers, peut-être que tu veux t'exprimer. Généralement, vous travaillez par Slack. Est-ce que vous faites du Skype? Est-ce que vous faites du... Non, pas du tout. Alors nous, effectivement, on utilise Slack pour échanger majoritairement. Si on a besoin de faire des points, effectivement, on a les salles de réunion après en dehors. Ouais. Mais on utilise énormément la messagerie Slack. Les mails, c'est avec des contacts extérieurs. En interne, on va utiliser que la messagerie interne. D'accord. Donc ça voilà, une bonne pratique et ça fonctionne bien. La musique utile pour s'isoler ou contre-productif? Alors ça c'est souvent une question qui revient. Ouais. Alors ça dépend des gens, puis ça dépend de la musique aussi. Oui. C'est la musique, en fait, encore une fois, je prends l'exemple du téléphone au volant. Pourquoi il est fortement déconseillé de téléphoner au volant? Vous vous en doutez. Si véritablement votre objectif c'est de mener votre voiture d'un point A à un point B sans renverser personne, sans faire de dégâts sur la route, a priori votre attention doit être pleinement disponible pour ça. Et si vous avez le téléphone en même temps, votre attention va être un petit peu perturbée. Et la frontière entre le fait que notre attention est perturbée ou pas, c'est en fait, est-ce que ça nous interpelle? Si vous avez une musique qui est interpellante, avec des paroles, avec des choses peut-être qui vous rappellent des souvenirs, ou un peu soit mélancolique, joyeux, etc., potentiellement, ça peut vous desservir. Ouais. Si en revanche, c'est une musique de fond qui est plutôt douce, tranquille, alors encore une fois, il n'y a pas de règle, parce que ça dépend des personnes, il y en a pour qui ça pourrait... il y a toujours des cas particuliers, donc je ne veux pas établir de règles, mais la réponse, ça va dépendre de vous, déjà, de la musique. Évitez de prendre une musique qui est trop interpellante, qui est trop... qui attire trop votre... Si elle va nous donner envie de chanter, c'est pas une bonne idée. Non, clairement. Mais encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Vraiment, ça dépend de vous. Et comme le dit Lucas, on peut tout à fait se conditionner avec la musique. Si c'est une musique douce que vous appréciez, ça peut créer vraiment un ancrage positif pour votre concentration. D'ailleurs, beaucoup de sportifs, avant un match de tennis ou de volley ou de boxe, etc., peu importe le sport, eh bien,
utilise des musiques justement pour créer un ancrage. Ça me permet de faire une belle transition avec le slide d'après sur la concentration. Là, je vous ai mis Novak Djokovic, qui est un des meilleurs joueurs de tennis au monde, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui pratique divers ancrages en termes de concentration, mais surtout qui pratique une technique que vous allez découvrir plus précisément dans le module 3, une technique que vous allez découvrir dans la vidéo qui s'appelle « Apprendre à créer sa propre bulle », une technique basée sur la respiration. Et ça, c'est vraiment une technique, moi, que je qualifie comme un entraînement à la concentration. Novak Djokovic la pratique avant, pendant, après les compétitions. Il ne la pratique pas par hasard. Donc, vous allez voir, en gros, en deux, je ne vais pas vous faire la technique parce que vous allez la découvrir dans la vidéo, mais en 2 mots, très simplement, il s'agit pendant quelques minutes, 2 à 3 minutes, d'observer sans effort et sans faire autre chose le simple va-et-vient de sa respiration pendant quelques instants. Vous ne faites que observer sans essayer de changer votre respiration, sans essayer de faire quoi que ce soit. Vous allez juste vous contenter d'observer votre respiration et vous allez vous apercevoir que pendant que vous faites ça, eh bien, vous avez beaucoup moins de pensées qui gravitent, beaucoup moins de préoccupations. Donc, c'est une technique qui va calmer le mental et qui va aussi vous permettre de vous recentrer et d'éviter la dispersion énergétique. Donc, les sportifs l'utilisent beaucoup déjà pour muscler leur concentration, mais aussi pour gérer leurs émotions et pour gérer leur dispersion énergétique en quelque sorte. Donc, moi, je vous invite cette technique-là, le fait, donc je résume, 30 secondes. D'ailleurs, vous le faites naturellement. Quand vous soufflez, par exemple, vous ne le faites pas par hasard, vous le faites parce que le fait de souffler, le fait de respirer, eh bien, ça vous permet de prendre du recul, de lâcher prise. Donc là, il s'agit de le faire à des moments conscients, encore une fois, des moments choisis, intentionnellement choisis. Donc, je vous invite à le faire le matin, le midi ou le soir, par exemple, dans des moments où vous ne serez pas dérangé, mais de le faire régulièrement. Et vous allez voir que le fait de porter son attention régulièrement sur cette respiration, qui est un super baromètre de vos émotions, eh bien, vous allez voir que vous allez gagner en concentration, en lucidité. C'est aussi une super technique de gestion du stress. On y reviendra certainement un petit peu dans la deuxième visioconférence, mais je vous invite véritablement à vous intéresser à cette technique, qui est une technique qualifiée de méditative, donc une technique de méditation, et qui est accessible à tout le monde et qui va potentiellement transformer votre quotidien. Et encore une fois, ce n'est pas par hasard que les sportifs pratiquent cette technique-là, c'est véritablement parce qu'ils y trouvent un bénéfice aussi en termes de précision au travail. Donc vraiment, on vous invite à tester ça. Alors, il y a des commentaires. Alors, effectivement, il y a d'autres techniques complémentaires sur la respiration, des techniques qui consistent à compter les respirations aussi. Il y en a eu déjà qui ont été même partagées sur la plateforme, donc vous pouvez aller voir. Cette semaine et la semaine dernière, il y a déjà eu des messages là-dessus. En gros, sachez que le fait d'être quelqu'un, si vous avez la sensation d'être quelqu'un qui a une dispersion d'attention, de concentration très facile, eh bien, c'est pas grave. Il y a vraiment des solutions qui existent et c'est à la portée de chacun véritablement. C'est des exercices en fait. Exactement. Il faut vraiment s'entraîner, entraîner son cerveau. Tout à fait. J'en profite, merci de préciser ça, parce que j'en profite pour dire que plus vous pratiquez ces techniques-là, plus le cerveau va en fait créer des tissus neuronaux qui sont favorables à une bonne concentration. C'est-à-dire qu'il va être capable. Cérébral. Exactement. C'est vraiment. On sait aujourd'hui. Entraîner son mental. Tout à fait. Entraîner son mental et entraîner son cerveau. On sait aujourd'hui que le cerveau il est plastique et donc il peut se modifier. Et plus vous pratiquez, plus vous allez contacter ces états de concentration facilement et rapidement dans les conditions complexes déstabilisantes. Ce sera d'autant plus facile pour vous. C'est ce que font les sportifs. Existe-t-il des outils pour aider à gérer ses priorités? Alors, encore une fois, la gestion des priorités, c'est quelque chose de très, très personnel. Enfin, quand je dis personnel, professionnel et personnel, bien entendu, mais selon votre rythme de travail, selon on parlera des moments de forte valeur ajoutée dans le MOOC. Vous avez certainement des moments de la semaine où vous avez la sensation d'être plus productif, plus efficace que d'autres. On vous invitera tout au long de ce MOOC à essayer de les identifier. Et donc, pour gérer ces priorités, ça dépend de plusieurs paramètres. Ça dépend notamment de ce que je viens de dire, des moments de forte valeur ajoutée. Ça dépend aussi des sujets chauds du moment. Donc, je dirais que s'il y a des outils qui existent, moi, je ne fais pas partie des personnes qui vont forcément recommander des outils particuliers parce que je pense que c'est important pour vous de vous écouter et vous allez découvrir un superbe outil dans le module 3 qui s'appelle la Freeman List qui va justement vous aider véritablement à gérer vos outils, vos priorités, mais de façon très personnelle, avec justement
vos urgences du moment, vos pensées types du moment. Vous allez voir que c'est un outil, certes universel, mais qui est personnel. Donc oui, il y a des outils qui existent, mais que vous allez vous approprier de façon personnelle. Notamment la Freeman List que vous allez découvrir en module 3. Alors, est-ce qu'il y a d'autres... Alors, Matrice Eisenhower, effectivement, on n'en parle pas dans le MOOC, mais souvent, il y a des outils qui y font penser. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est notamment pour faire une to-do list, ça peut être utile. Donc, pour rebondir sur la remarque précédente, sur la manière de gérer ses priorités, Matrice Eisenhower, c'en est une. Pour ceux qui ne connaissent pas, urgent, important, urgent, non important, non urgent mais important, et non urgent et non important. Donc il s'agit de faire 4 cases et d'essayer de placer les tâches justement selon ces différents critères et de voir que ça c'est un moyen de gérer ses priorités. Il y en a plein d'autres et encore une fois tout ça c'est très très personnel. Donc les priorités varient en fonction du moment de la journée. Exactement. En fait, moi, c'est plutôt comme ça que je l'entends, c'est-à-dire que j'ai des priorités dans ma journée à certains moments de la journée. Et du coup, les priorités ne se mélangent pas, en fait, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que j'ai mes priorités familiales le matin et le soir, donc le travail n'a rien à y faire. Voilà, non, mais c'est vrai. Et en fait, j'ai les moments où, effectivement, dans ma journée, où j'ai mon emploi du temps et où là, ma priorité, c'est effectivement ma vie professionnelle. Enfin, voilà, je pense qu'il faut aussi savoir mettre ses priorités au bon moment et bien les choisir et les mettre au bon moment. Et ne pas faire... de toute façon, vous l'avez vu avec l'exemple de Bob. Hein. Justement, on aide Bob tout au long de ce fil rouge de cette formation. Justement, on aide Bob dans ce sens. Et voilà, je pense que c'est une belle image pour apprendre à tous à le faire soi-même. Merci de rappeler cette importance de segmenter vie perso, vie pro. Il y a eu aussi quelques messages là-dessus, mais c'est très important parce que, encore une fois, ces moments de vie personnelle, pour vous, ça va être aussi des moments de couper, de lâcher prise, de réorganiser inconsciemment même vos idées. Sachez que la nuit, votre cerveau, il continue de travailler. Donc, si vous continuez juste avant de dormir à entretenir, à remâcher toute la journée, même si c'est naturel de le faire, justement, la technique qu'on vient de mentionner sur la bulle va vous permettre justement de couper ça. Mais c'est très important, encore une fois, d'éviter de traiter ces mails pendant la vie personnelle. Sachez que maintenant, il y a une loi en plus, le droit à la déconnexion, qui justement segmente clairement ces moments vie privée, vie perso, même si parfois, on le sait, c'est plus facile à dire qu'à faire. Eh bien, je vous invite vraiment en tout cas, je te rejoins vraiment, Julie, là-dessus, à segmenter vos priorités aussi personnelles par rapport au travail. C'est hyper important. Après, oui, Lucas rebondit. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que, encore une fois, et Julien le rappelle très bien, c'est-à-dire que c'est à vous de savoir vos priorités, et vraiment les moments clés de la journée où vous allez mettre en avant telle ou telle priorité. Enfin, vraiment, moi, je donne juste mon expérience personnelle, mais en fin de compte, effectivement, chacun d'entre nous pourrait témoigner et donner son expérience. Donc vraiment, c'est encore une fois, Julien est là pour nous donner des clés, pour nous faire avancer, pour amener une réflexion, trouver des solutions. Mais encore une fois, c'est à vous de complètement créer de sélectionner les solutions qui correspondent à votre mode de vie, à votre situation personnelle et professionnelle, évidemment. Clairement, il n'y a pas une recette de gestion du temps, il y en a autant qu'il y a d'individus, donc c'est à vous vraiment de créer votre recette, on l'a dit. Il y a une question intéressante, toutes vos questions, la plupart sont très intéressantes, mais malheureusement on ne peut pas toutes les traiter, mais pour rebondir aussi sur ce que tu viens de dire, est-il recommandé de se prévoir des temps libres dans la semaine, programmés ou quand on veut? Oui, un grand oui même. C'est une des grandes bonnes pratiques que moi j'aime à rappeler et même à rabâcher tout au long de ce MOOC. C'est fixez-vous ce que j'appelle des rendez-vous avec vous-même, véritablement dans votre agenda, si c'est possible. Alors, c'est pas forcément des très gros rendez-vous, mais 5, 10 minutes, un quart d'heure, voire plus, si vous avez la possibilité. De rendez-vous, il n'y a rien, ou c'est des rendez-vous pour vous. Alors, vous pouvez les utiliser pour prendre des pauses, certes, mais aussi peut-être pour refaire votre to-do list, pour réorganiser vos priorités, pour réorganiser aussi peut-être vos appels, la gestion de vos réunions, etc. Bref, des rendez-vous, vous allez un peu lâcher prise, vous allez prendre du recul, c'est des rendez-vous pour vous,
où vous ne serez pas dérangé. Et on prend bien des rendez-vous avec nos collègues, donc autant aussi en prendre avec soi-même, parce que c'est important de refaire le point régulièrement avec soi-même de là où vous en êtes. Et ça vous permet aidera, de prendre de la distance, clairement, effectivement. Clairement. Donc un grand oui. Alors, l'heure avance, donc je vais juste passer les slides après. Hop. Juste un petit point, encore une fois, alors ça on en a déjà parlé. Voilà, juste un petit exemple sur la gestion des intentions. Vous pouvez, pour vous aider, on parle beaucoup des intentions, hein, encore une fois, durant cette formation. Pourquoi? Parce que le cerveau aime beaucoup ça. Si je reprends le parallèle des sportifs, quand vous fixez une intention, là, vous êtes déjà en train de l'accomplir, hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous visualisez, par exemple, une réunion à préparer, si vous devez prendre la parole durant une réunion, par exemple, si la veille, vous la visualisez, vous imaginez un petit peu comment ça va se passer, les questions qu'on pourrait vous poser, la durée de la réunion, etc., votre cerveau, en fait, il va déjà se projeter dans l'action. Donc, visualiser, pour lui, c'est pareil que d'accomplir l'action. Donc, c'est une sorte de brouillon mental. Quand on fixe une intention, on est déjà en train de travailler à l'action en elle-même. Donc, pour vous, l'idée, ça va être de trouver peut-être des symboles qui vont vous aider à visualiser et à rester dans cette intention particulière. Vous pouvez utiliser des couleurs si vous avez un agenda papier. En gros, par exemple, cet après-midi, mon intention, c'est de préparer ma réunion. C'est mon intention qui englobe tout un tas de sous-tâches, mais je garde cette intention en tête parce qu'en fait, je sais pourquoi je fais les tâches. Je prends un autre exemple de la vie personnelle. Si vous n'aimez pas ranger votre appartement ou votre maison, rappelez-vous pourquoi vous le faites. Quelle est l'intention qui va au-delà de ça, au-delà de la tâche qui est de ranger. Quelle est mon intention? Peut-être de vivre dans un environnement sain, hygiénique, etc. Donc, trouver une motivation supérieure. Pareil, si vous pratiquez la course à pied, par exemple, des fois vous n'êtes pas motivé pour aller courir, eh bien, rappelez-vous peut-être pourquoi vous le faites. Peut-être, je ne sais pas, pour prendre l'air ou pour votre santé, j'en sais rien. Donc, essayez vraiment de fixer des intentions pour votre cerveau. Ça va impulser une énergie autre que si vous n'en avez pas fixé, que si vous raisonnez uniquement par agencement des tâches qui se... Et puis, il y a une espèce de satisfaction aussi quand on y arrive. Ouais. Et ça, c'est presque... c'est assez valorisant déjà pour nous parce que c'est un effort de mieux gérer son temps, comme tu le dis. Ça demande, c'est une vraie intention, un vrai effort. Et donc, je trouve que quand on y arrive, il y a une espèce de valorisation de soi-même qui est quand même assez intéressante. Enfin, voilà. Clairement. Et tu as tout à fait raison de le dire, parce qu'on n'en parle pas tout à fait, je crois, dans la formation, mais le cerveau aime beaucoup les récompenses. Oui. Non, mais c'est vrai, voilà, être content de soi, être satisfait et se rendre compte qu'en fait, le travail qu'on a fait, il y a une vraie valeur, il y a un enthousiasme, etc. C'est bien de s'en rappeler et c'est bien d'ancrer ça parce que tout simplement, ça va conditionner la suite aussi et ça va vous mettre en confiance pour la suite. C'est vrai que parfois, on n'a pas envie d'aller faire son footing. On se motive, on y va, mais on est tellement bien après. Clairement. On a vraiment un plaisir parce que je pense que voilà, on a vaincu une espèce de... il y a certaines personnes parlent de procrastination, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment satisfait de soi-même. Tout à fait. Ouais. Et ça, ces moments de satisfaction, c'est un docteur qui s'appelle Rick Hanson qui a écrit un livre qui s'appelle Le cerveau du bonheur, qui décrit tout ce processus-là, qui explique en fait que le cerveau aime bien aussi marquer ces moments d'émotion, de satisfaction, d'enthousiasme, parce qu'en fait, c'est des moments, c'est des marquages qui vont lui servir pour la suite, qui vont lui redonner des regains d'énergie, des regains de motivation quand il en manquera, des moments de confiance quand il en manquera, parce qu'il va se rappeler des moments de réussite, des moments de satisfaction. Donc, c'est important pour vous d'ancrer ça et voilà, de fonctionner comme ça. C'est le moyen de trouver du plaisir dans des tâches soit quotidiennes, où on ne voit pas forcément tout de suite le plaisir. Faire le ménage, bon, il y a certaines personnes qui aiment peut-être ça, mais la plupart d'entre nous, c'est quand même quelque chose, une obligation. Voilà, du coup, ça peut permettre de ressentir quand même une certaine satisfaction et du plaisir dans des choses où d'habitude on ne ressent pas. Clairement, vous allez... Dans cette espèce de meilleure gestion... Tout à fait, mais c'est vraiment très, très juste dans le vécu en fait. Vous allez vivre le moment de la tâche différemment parce que vous avez cette intention et vous avez cette motivation supérieure. Donc c'est vraiment un choix. Vous avez deux chemins en gros. Alors je regarde en même temps, on regarde les commentaires parce que il y a plein de commentaires.
Comment faire pour gérer son temps et celui de ses collaborateurs? Alors, comment faire pour gérer son temps? Vous avez une formation dédiée à ça. Donc, on va vous inviter, n'hésitez pas, si vous avez des problématiques précises là-dessus, à nous en faire part sur la plateforme. Et celui de ses collaborateurs, alors, encore une fois, on redit quelque chose qu'on a déjà dit, mais ce que vous allez mettre en place pour vous, ça va avoir une répercussion dans votre entourage de toute manière, si vous travaillez régulièrement avec ces gens-là. Donc, au-delà de les inviter à suivre la formation. Et puis, s'il faut peut-être des exemples très concrets, on est à l'ère du numérique. Il y a tout un tas d'outils aujourd'hui qui peuvent vraiment faciliter la vie personnelle ou professionnelle dans leur utilisation. Donc, je pense qu'il faut aussi aller fouiller dans les nouveaux outils qui nous simplifient la vie, notamment dans la gestion du temps. Clairement, voilà. Clairement. Je vais faire un petit point là sur comme il nous reste encore un tout petit peu de temps, sur les pensées. Les pensées, vous en avez beaucoup au cours d'une journée, je l'ai dit tout à l'heure. Et on estime que votre efficacité professionnelle, alors il y a une étude de l'Association américaine de psychologie, alors je cite, les blocages psychiques, même brefs, causés par les passages d'une tâche à une autre, peuvent entraîner une réduction allant jusqu'à 40% du temps de travail effectif d'une personne au cours du journée. Je fais ce point-là parce qu'on parle des points de perturbation durant le MOOC, mais il y a des points de perturbation qu'on soupçonne peu, c'est les points de perturbation internes. Tout à l'heure, je lisais sur la plateforme quelqu'un qui disait qu'il avait réussi finalement à n'avoir que très très peu de points de perturbation sur son environnement digital et aussi physique, sur son bureau. Donc il avait finalement une très bonne organisation de son environnement à la fois digital et physique. Mais est-ce que finalement, il n'y a pas aussi des points de perturbation internes, notamment les pensées, ce qu'on appelle les blocages psychiques, si vous avez des problématiques personnelles, si vous avez des choses qui ne sont pas réglées pour vous. Donc ça, c'est lié à la nécessité de bien segmenter aussi votre vie pro, votre vie perso. On va vous inviter justement à prendre ces moments de lâcher prise. Il y avait une autre question tout à l'heure de gens qui disaient, est-ce que, encore une fois, c'est important de prendre des rendez-vous avec vous-même? Oui, d'autant plus pour cette raison-là qu'on vient de citer, à savoir le temps qu'on va perdre, entre guillemets, à se rappeler des choses qui sont soit perso, soit pro. Ce temps-là, on peut le dédier dans des moments privilégiés pour ça, qui ne vont pas parasiter notre efficacité au quotidien. Parce qu'en fait, on va vraiment être perdant là-dessus si on n'a pas des moments organisés pour ça. Est-ce que ça vient pas du fait qu'on a un timing, en fait, on ne peut pas aller au-delà d'un certain temps dans la concentration sur une seule tâche, finalement. Et si, au bout d'un moment, notre cerveau, paf, il a besoin d'aller ailleurs, chercher autre chose. Clairement, alors, le temps, il varie encore une fois selon les personnes. 25 minutes, c'est la tranche Pomodoro, c'est le temps moyen pour lequel une personne, entre guillemets, lambda est capable de se concentrer. Il y a des gens qui sont capables de le faire pendant 1h30. On estime que le temps vraiment max, c'est 1h30. Après, les sportifs sont entraînés à le faire pendant des périodes beaucoup plus longues. Dépendre, mais clairement, tu as raison. Justement, notre façon de fonctionner naturelle, on dit que l'esprit, c'est un petit peu, on le compare souvent à un singe fou. Il est capable de partir dans tous les sens très facilement. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter. C'est tout à fait normal. Et c'est pour ça aussi qu'il faut prévoir ça avec des temps dédiés pour ça, où vous allez justement permettre à votre esprit de partir dans tous les sens, parce que de toute manière, c'est naturel pour lui de le faire. Donc, tu as tout à fait raison de mentionner ça. Mais encore une fois, gardez bien à l'esprit que si vous ne le faites pas, si vous ne prenez pas ces temps-là pour vous, de toute manière, au cours d'une journée, vous allez perdre du temps, vous allez avoir ce qu'on appelle des blocages psychiques. Encore une fois, on est dans la gymnastique, en fait. Plus on habituera notre cerveau à avoir des tâches finalement assez privilégiées pour une espèce de soupape, j'ai le droit de penser à autre chose, etc., plus on sera efficace dans une tâche donnée. Tout à fait, on demande clairement. Une grande concentration. Oui, parce que tout à l'heure, on vous disait de réserver des plages de disponibilité, d'indisponibilité. C'est un peu le même principe, parce qu'en fait, les moments où vous allez être indisponible vont valoriser véritablement les moments où vous allez être disponible, parce que vous allez être d'autant plus disponible pour ça. Donc, le fait de segmenter par attention, c'est aussi un moyen de redonner de la valeur à vos moments, parce qu'en fait, vous allez être pleinement disponible, à l'écoute, ouvert pour ça. Si vous prenez des coups de fil à la volée, etc., est-ce que finalement, posez-vous la question de savoir si vraiment vous allez être
pleinement à l'écoute de votre collègue qui vous passe un coup de fil, pleinement disponible pour ça, pleinement créatif peut-être pour lui donner des idées, pas forcément parce que vous aurez pris un petit peu de façon multitâche, hop, je prends le coup de fil qui vient, ou alors je gère le mail à la volée, en fait, vous allez moins bien les gérer. Encore une fois, je reprends le parallèle du téléphone au volant. C'est un choix, hein. Soit vous êtes en conversation avec quelqu'un, soit vous êtes au volant. Mais encore une fois, la valeur de votre disponibilité, elle est très importante. Donc, c'est à vous aussi de l'organiser. Et vous verrez, hein, dans le module 4, on parlera de la capacité à dire non. Donc, on en parlera dans la deuxième visioconférence. Mais oser dire non, oser se rendre indisponible, c'est aussi donner de la valeur à vos oui. Donc, c'est redonner plus de valeur au moment de disponibilité. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Il ne faut pas perdre de vue ça, que ne culpabilisez pas sur le fait de vous rendre indisponible. Ce n'est pas grave, vous allez être d'autant plus disponible au moment voulu. Comment se rendre moins disponible alors que nos collègues ou collaborateurs ont été habitués à ça? Donc ça, c'est la question. Clairement, il va falloir changer des habitudes. Il faut apprendre à dire non, ça, je suis tout à fait d'accord. Oui, apprendre à dire non, ça, vous allez voir ça dans le module 4. À l'heure où je vous parle, excusez-moi, à force de parler, je m'emballe un petit peu. Non, à l'heure où je vous parle, là, il y a 4 millions de personnes qui sont stressées chroniquement au travail. Donc, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'il y a des choses à changer en France parce que parmi 4 millions d'entre elles, il y en a 3 millions qui sont au bord du burn-out. C'est pas mal non plus, c'est beaucoup. C'est un chiffre que je donne souvent qui peut faire peur, mais ne vous inquiétez pas, il y a des solutions pour gérer ça. Mais tout ça pour dire qu'il y a des choses à changer en entreprise, il y a des habitudes à changer. Donc, de toute manière, il va falloir changer des petites choses si toutefois vous voulez mieux vivre votre quotidien, si vous voulez gagner du temps. J'imagine que si vous suivez cette formation, c'est pas par hasard, c'est parce que déjà vous êtes courageux, vous avez déjà l'intention de changer des choses. Vous avez raison, parce que le bonheur au travail passe par la gestion du temps. Clairement. Je pense que c'est essentiel. Assertivité, réussir à s'exprimer, assurer. Donc là, on a des petits commentaires. Alors, profitez-en, là, comme on arrive bientôt à la fin, si toutefois vous avez vraiment des questions précises. En montrant une nouvelle gestion, c'est un risque d'incompréhension. Encore une fois, au début, oui, les gens vont peut-être pas vous comprendre, vont peut-être pas vous. Il y a toujours de la résistance au changement. Enfin, certaines personnes sont systématiquement, parfois, résistantes au changement. Tout à fait. Mais j'ai envie de vous dire, rien n'est plus contagieux que l'exemple. Essayez vous aussi de mettre en place des choses, de tester des choses et puis de faire part de vos feedbacks aussi à vos collègues. Ça les rassurera. Au début, ils vont peut-être pas comprendre. Puis petit à petit, quand ils vont vous voir plus efficace, plus concentré, peut-être plus disponible dans les moments où vous serez avec eux, eh bien, ils vont se dire, je peux peut-être essayer de mettre ça en place. En tout cas, l'idée, c'est d'impulser ça dans votre quotidien. Sachez qu'il y a des entreprises comme Nuno qui y arrivent très, très bien. Donc, c'est pas impossible, c'est juste un modèle d'organisation parmi d'autres. Effectivement, quand on dit non, on propose une alternative. Alors, je pense que de toute façon, vous le verrez un petit peu plus. Dire non, vous verrez effectivement. Oui, c'est pas forcément un non définitif. Ça peut être un non temporaire. Et donc, encore une fois, entraînez-vous à dire non aussi avec bienveillance, avec parcimonie au début. L'idée, encore une fois, c'est pas de vous mettre en zone d'inconfort total dès le début, mais sortir de sa zone de confort, en tout cas l'élargir, c'est ce que vous invite cette formation. Il y avait des commentaires sur la plateforme qui disaient finalement comment je fais pour appliquer ça dans mon quotidien sur toute la journée. Ne le faites pas tout du jour au lendemain, n'essayez pas de tout bouleverser, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais vraiment testez des choses, essayez, et faites-nous en part vraiment sur les forums, n'hésitez pas à vous dévoiler là-dessus. Il y a une autre pratique que moi je recommande, tout ce dont on parle, on qualifie ça un petit peu de compétences soft, de soft skills, et la gestion du temps, c'est une compétence un petit peu soft, parce qu'elle vient de vous, elle est transverse, elle s'applique à tout un tas de choses. N'hésitez pas à organiser des temps dédiés, des réunions, peut-être même une mini-réunion qui est dédiée à ça, vous allez en parler à vos collègues, pour justement être très transparent vis-à-vis d'eux. Ça peut être une bonne chose de les communiquer, au moins, si toutefois c'est pas déjà fait, d'en parler à votre supérieur hiérarchique. Ça, c'est quand même. Voilà. Dites que vous êtes en train de suivre un MOOC sur la gestion du temps et que il y a des bonnes pratiques à partager. Et voilà, je suis sûre que vous finirez par trouver preneur et vous arriverez à convaincre. Complètement. Pour plus de bonheur au travail.
avec une meilleure gestion du temps. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce live. J'espère aussi. Merci beaucoup, Julien. Merci à toi, Julie. Juste peut-être en conclusion, pour conclure sur tout ce qu'on a dit, en une phrase, rappelez-vous que vous allez pouvoir gagner beaucoup de temps au quotidien grâce à votre capacité de concentration que vous pouvez entraîner. Donc, par les entraînements qu'on vous a donnés. Donc, cette gymnastique-là, véritablement, on vous y invite. Et puis, merci à toi pour tes témoignages, ton partage, tes questions. Et merci à vous d'avoir assisté à ce live. Voilà. Ça continue sur la plateforme. N'hésitez pas à continuer à challenger tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous transmet, et puis à partager vos expériences. Et on vous donne rendez-vous au prochain live. Dans 2 semaines, si je ne dis pas de bêtises, à la même heure. Exactement. Eh bien, bonne journée à tous. Bonne fin de journée à tous. Au revoir, à très bientôt. Et à bientôt.